Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans nos rendez-vous pro de la mobilité. Excusez-nous pour ce court retard. Donc, nous arrivons en ce jeudi à la fin de notre semaine de webinaire. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet sur la mobilité et la flotte de véhicules électriques. Cette première phase de webinaire en fait sera poursuivie ensuite sur un second rendez-vous que nous vous proposons au mois de janvier, qui aura lieu le 13 janvier 2022 à la Cité des Congrès, qui sera un moment convivial lors duquel nous pourrons approfondir aussi certains sujets qui ont été abordés cette semaine. Donc, n'hésitez pas à nous indiquer dans le chat, que je vais vous indiquer tout à l'heure, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Donc, sur cette partie de webinaire, vous avez en haut à droite la possibilité de nous poser des questions. Quand vous remontez un petit peu avec l'ascenseur sur le haut de votre écran à droite, vous avez une petite bulle avec 3 points qui vous permet de poser toutes vos questions et d'interagir avec nous. Toutes vos questions seront transmises à nos orateurs. Également, nous réaliserons quelques sondages au cours de ce webinaire. Donc, voilà, on vous proposera de cliquer sur l'icône en dessous, de bien indiquer « Je participe », choix, et ensuite, n'oubliez pas de cliquer sur « Je vote ». Donc, je me présente aussi en amont. Donc, Isabelle Lebas, moi, je suis responsable du service entreprise à la Cémitane. Nous sommes partenaires avec Nantes Métropole dans l'organisation de cet événement. Et donc, je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout le long de ce webinaire pour transmettre vos différentes questions. Donc, la flotte électrique aujourd'hui, c'est effectivement un élément qui permet le verdissement et de la décarbonisation de votre flotte de véhicules. On va aborder le sujet avec Maëlik de Nantes Métropole qui, dans un premier temps, va nous présenter le contexte métropolitain autour de cette énergie électrique. Ensuite, Monsieur Coru de l'association AVER nous présentera plus précisément pourquoi et comment passer à une flotte électrique. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Degnaud de la structure TIPCO qui lui-même a mis en place depuis un moment une flotte électrique au sein de sa structure. Donc, pour démarrer, je vous propose tout d'abord de parler du contexte métropolitain avec Maëlik. Bonjour, oui, Maëlik Cory, chef de projet au département des mobilités. La stratégie énergie-mobilité de Nantes Métropole pour les véhicules électriques, tout d'abord, elle se repose sur les grands schémas de développement et de planification que sont le schéma directeur des énergies d'une part et le plan de déplacement urbain d'autre part. C'est important pour nous parce que ça fixe des cadres sur le développement de cette mobilité particulière. Du point de vue énergétique, le premier objectif du schéma directeur des énergies, c'est la sobriété énergétique. Donc, réussir à diminuer nos consommations d'énergie. Et ceci dans un contexte métropolitain de croissance démographique et de croissance de l'activité. Donc, on voit bien qu'il s'agit bien d'un enjeu important. Ensuite, que cette énergie consommée, elle soit majoritairement renouvelable. Et enfin, que cette énergie renouvelable consommée soit majoritairement locale. Donc, ce sont nos grands principes directeurs qui guident toute la stratégie énergétique de la métropole. Du point de vue du plan de déplacement urbain, rappelez, et ça c'est extrêmement important, que l'axe clé du plan de déplacement urbain, c'est le report modal. Donc, le report modal de la voiture individuelle vers les autres modes de déplacement, dont le partage des véhicules, que ce soit via l'autopartage ou le covoiturage, mais aussi beaucoup le vélo. On a une ambition de plus 9 points à l'horizon du PDU, un maintien de la fréquentation des transports collectifs dans le cadre également d'une croissance démographique et une augmentation importante également de la marche. Rappelez qu'une voiture électrique, ça reste une voiture. C'est-à-dire que si on résout les sujets d'émissions au pot d'échappement, on ne résout pas les autres sujets que sont la congestion de la voirie et l'occupation de l'espace public. Nous sommes donc très précautionneux et attentifs au développement de cette électromobilité qui doit être un levier pour accélérer les ambitions du plan de déplacement urbain de report modal et non pas simplement un remplacement véhicule pour véhicule. On peut passer à la diapo suivante sur l'offre d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques publics.
La stratégie de notre métropole aujourd'hui, c'est de ne pas déployer d'IRVE sur l'espace public. On a par contre décidé d'un déploiement ambitieux dans les équipements qui sont de stationnement qui sont métropolitains, en l'occurrence les parkings publics, les parkings en ouvrage, on en a, et les P plus R, donc les parkings relais qui font le moment du report de charge entre pour pouvoir intégrer les transports en commun structurants de la métropole. Pour la fin de l'année, on aura 215 bornes qui seront disponibles sur la métropole. Pour beaucoup, c'est vrai sur la ville-centre, et en même temps, c'est sur la ville-centre de Nantes qu'on a le plus de voitures en général et de développement prévu de véhicules électriques. Et puis, dans 2 parkings en ouvrage récents, que sont Neustrie et Porte de Vertou. La réflexion est en cours sur le déploiement dans les parkings en ouvrage existants. Et puis également, ce qui est dans le programme politique, sur les aires de covoiturage. Pour l'instant, ce ne sont pas encore des investissements qui sont prévus au plan d'investissement, mais qui vont être débattus avec les élus de la métropole en charge du sujet d'ici la fin de l'année. Dernière diapo sur justement cette mise en perspective du déploiement en fonction des usages. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on est en train de travailler sur un diagnostic de l'électromobilité et des scénarios prospectifs, c'est-à-dire combien de véhicules on aura aux horizons à moyen terme, à 2030, à 2050, avec quelles énergies, et donc dans ces horizons que je disais, 25, 30, 50. Et à partir de ça, on va travailler sur une spatialisation des besoins en bornes de recharge avec des principes socles et puis une typologie, c'est-à-dire qu'on va les décomposer entre l'habitat individuel, l'habitat collectif, le parc locatif, social, les parkings relais, j'en ai parlé, mais également des espaces sur lesquels on peut imaginer des mutualisations comme les stations-service, les équipements publics, les polarités commerciales, les parkings entreprises, les zones d'activité. Donc on voit bien que c'est une réflexion, on essaie d'avoir une réflexion globale et qui ne va pas non plus simplement se centrer sur l'offre publique d'IRVE, mais également sur l'offre privée et sur la stratégie des acteurs privés. Avec, comme je le disais, quelques principes socles, qu'une bonne recharge écologique, c'est une recharge lente. C'est important de le dire. Ça ne veut pas dire que la recharge rapide, elle est forcément mauvaise, mais en tout cas, elle ne veut pas être uniquement la seule solution. Qui a une priorité, pour le coup, à la recharge à domicile ou au travail, tout simplement parce qu'une recharge, notamment lente, c'est une recharge qui occupe de l'espace. Et donc, ça pose la question de l'usage de l'espace public, qui est un bien rare. Le gisement privé, donc, qui reste à évaluer, comme je le dis, sur lequel on va travailler très prochainement, notamment avec des obligations dans le cadre réglementaire d'équipement des grands parkings comme les supermarchés, le tertiaire. Il va y avoir des obligations réglementaires en équipement de bornes de recharge électrique. Ce qui fait qu'au final, l'équipement sur l'espace public pourrait être à questionner, et on va se poser la question d'ici la fin de l'année, mais forcément en éventuel complément d'une offre privée manquante, tout ça en lien avec un taux d'utilisation et un besoin. Je vais donc passer la parole aux autres intervenants pour rentrer plus en détail dans les stratégies. Alors, bonjour à tous. Donc, voyons ensemble pourquoi passer à l'électrique et comment passer sa flotte à l'électrique. Alors, on va peut-être lancer un petit sondage juste avant pour démarrer, justement. Exactement. Alors, la question, avez-vous déjà des véhicules électriques dans votre flotte? Donc, vous avez quelques minutes pour répondre en haut à droite. N'oubliez pas de marquer « Je participe » et « Je vote ». Je vous laisse quelques secondes avant de démarrer le sujet. Voilà. Donc, on va partager là on va avoir un temps d'échange sur ces sujets de verdissement de flotte. Donc, les éléments que je vais vous partager sont issus des ateliers organisés par l'Aver Ouest avec ses membres. Donc, l'Aver Ouest est une association qui regroupe des collectivités, des entreprises, les 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire, les syndicats d'énergie sur ces 2 régions. Donc, ont eu lieu l'an passé des ateliers sur le verdissement des flottes, et donc je vais vous restituer une synthèse finalement de ces éléments. Voilà. Alors, notre question, on va bientôt clôturer le sondage. Alors,
Oui, 67% déjà des participants ont déjà des véhicules électriques dans leur flotte. Donc, c'est déjà des participants très concernés par le sujet, 33% pas encore. Très bien. Il y a des questions dans le chat sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure avec Maëlik. Donc, on va regrouper un certain nombre de questions et quand les intervenants reviendront, on pourra leur poser les questions. Alors, en complément de ce qui a été dit précédemment par rapport à l'ambition de Nantes Métropole, juste pour comprendre la tendance, donc on a une aspiration citoyenne qui s'est matérialisée autour des enjeux de changement climatique, également de pollution de l'air. On a une politique publique qui est volontariste au niveau national, au niveau européen, sur le passage à l'électrique, avec notamment aussi des réglementations qui sont mises en œuvre au niveau européen et qui obligent finalement les constructeurs automobiles, c'est la réglementation CAFE, à avoir des véhicules qui émettent moins de 95 grammes par kilomètre et des très fortes amendes si ce n'est pas respecté, ce qui pousse à des investissements massifs des constructeurs et donc à une offre de mobilité électrique qui aujourd'hui devient mature. Voilà. Et des objectifs notamment des pouvoirs publics en termes comment dire, de passage à l'électrique et d'installation de bornes. Donc, ce que j'ai matérialisé là sur cette diapositive, je ne rentre pas plus dans le détail en dehors d'un des chiffres qui est une projection à 2035 aux alentours de 15 millions de véhicules électriques, ce qui représenterait à peu près un tiers du parc actuel de véhicules, sachant que le parc lui-même est amené à diminuer, comme on l'a dit précédemment. Alors, juste quelques chiffres. Donc, en termes de progression, on est sur le mois de septembre 2021, aujourd'hui, à 17,8% de part de marché du véhicule électrique. On était en octobre 2019 à 1,8%. Donc, on a une très forte augmentation du marché. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à 688 000 véhicules électriques immatriculés en France, donc en circulation, à fin septembre 2021. Donc, la dynamique elle est exponentielle sur les ventes de véhicules aux particuliers et aux entreprises. Alors, pourquoi passer ma flotte à l'électrique? 3 éléments clés qui sont ressortis de nos échanges avec les entreprises et les collectivités. Une démarche de responsabilité sociétale, avec des véhicules faibles et très faibles émissions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus que c'est un choix économique éclairé, basé notamment sur un coût global qui est avantageux. Alors aujourd'hui, un véhicule électrique, que ce soit à l'achat ou à la location, est encore plus cher qu'un véhicule thermique, mais on a des projections où on va arriver d'ici à peu près 2027 ou peut-être même avant sur des prix à peu près équivalents, sans aide. Et sur les autres postes, les dépenses liées à l'énergie, le coût d'entretien, la fiscalité et les aides, là, le véhicule électrique, effectivement, est plus avantageux. Et je vais rentrer un peu plus dans le détail sur ces points-là. Voilà. Donc, on a le troisième point, donc des véhicules qui associent à la fois une démarche environnementale, des véhicules aussi très, comment dire, qui amènent des éléments en termes de sécurité, même supérieurs aux véhicules thermiques. On va avoir quelques éléments. Et puis, un plaisir de conduite aussi de ces véhicules lié au fait que on a une absence de bruit dans ces véhicules, un couple, c'est-à-dire une accélération de ce véhicule qui est linéaire, et plus de boîte de vitesse aussi, qui peut être particulièrement appréciée, notamment en milieu urbain. Alors, la réglementation, au-delà de ces éléments, on a une réglementation qui s'est mise en place au travers de la loi d'orientation des mobilités et qui s'est renforcée avec la loi climat résilience, qui fixe des quotas de véhicules à faible émission ou très faible émission, des minimums à respecter sur le renouvellement des véhicules, notamment d'entreprise. Alors, c'est des véhicules qui doivent faire moins de 60 grammes de CO2 au kilomètre pour être qualifiés de faible ou très faible émission. Donc, ça concerne les véhicules qui sont 100% électriques, les véhicules
hybrides rechargeables et les véhicules hydrogène. Donc, n'entrent pas dans cette catégorie les véhicules GNV et bio-GNV. Alors, les quotas, je vous donne les chiffres pour les entreprises. Donc, aujourd'hui, on est à un minimum de 10% en 2022, enfin, à partir de 2022, pour les entreprises. Et on a des paliers avec des augmentations des quotas, des minimums, on va dire, suivant les paliers 2024, 20%, 2027, 40% et 2030, 70%. Donc, pour les entreprises. On a également des quotas pour les collectivités qui sont plus forts, également pour l'État et les établissements publics. Qui sont notamment plus importants. Alors, au-delà des quotas, ce qu'on note, c'est que dès aujourd'hui, on a des entreprises qui se fixent elles-mêmes des objectifs de verdissement de leur flotte, à des échéances qui peuvent être 2030, voire moins. Et quelques entreprises, effectivement, déjà aujourd'hui, se fixent un objectif à très court terme d'avoir 100% de véhicules électriques et hybrides rechargeables dans leur, en tout cas de véhicules à faible émission dans leur flotte à très court terme. Et pour pouvoir respecter ça, en fait, dès aujourd'hui, ces entreprises sont en termes de renouvellement à 100% de véhicules à faible émission. Voilà. Donc, je n'ai pas indiqué les noms des entreprises, mais sachez qu'il y en a de plus en plus. Voilà. Donc, peut-être une question par rapport dans un sondage. Avez-vous des objectifs? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs dans l'entreprise et à quelle échéance? Est-ce que c'est uniquement à court terme ou à plus long terme par rapport au verdissement de votre flotte d'entreprise? Le sondage est lancé, vous pouvez y répondre tout de suite. Voilà. Donc, je poursuis. Au-delà de la réglementation sur les quotas, sachez qu'il y a aussi une réglementation sur les parkings non résidentiels qui s'est mise en place au travers de la LOM, la loi d'orientation des mobilités, avec une obligation à équiper 5%, donc une place sur 20 de stationnement en borne de recharge d'ici le 1er janvier 2025, donc pour les bâtiments non résidentiels. Donc voilà, alors il y a une dérogation qui existe pour les PME, donc les sociétés de moins de 250 salariés et de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc quand on n'est pas dans ce cas-là et qu'on a des parkings, effectivement, il y a aussi une obligation à avoir au moins 5% donc, des places équipées au 1er janvier 2025. Et dans le neuf, il y a également un renforcement de la réglementation qui s'est mis en place pour les dépôts de permis, notamment depuis le 1er mars, au-delà du 1er mars 2021, avec au moins 20% de places prééquipées sur les parkings de bâtiments non résidentiels et à minimum au moins une borne installée sur accessible PMR et 2 pour les parkings de plus de 200 places. Donc, voilà. Alors, on va pouvoir partager les votes. Donc, il y a 40% des participants qui envisagent des objectifs de verdissement de leur flotte à 6 mois, 20% à 1 an et 40% à 3 ans. Donc, effectivement, une parité entre 6 mois et 3 ans en fonction, je pense, de la chronologie de chacun et de la vie de l'entreprise. Très bien. Alors, quelques chiffres clés. Alors, on a fait une estimation au niveau de la Vers Ouest. On n'a pas les chiffres exacts aujourd'hui d'entreprises qui se sont déjà équipées. On estime à peu près à 1300 entreprises sur la Bretagne et les Pays de la Loire qui ont déjà fait le choix de l'électrique, au moins de le tester. Les autres éléments chiffrés, c'est qu'on sait que le budget carburant avec des véhicules électriques, en fait, il est divisé par 4, tout simplement. Voilà. Surtout si effectivement la recharge est faite sur le parking d'entreprise. Voilà, le coût sur autoroute peut être plus important, mais en termes de recharge en entreprise, le coût est moindre. Le coût d'entretien est divisé, lui, par 2 sur un véhicule électrique. Les véhicules sont fiables, il y a moins de pièces mécaniques qui expliquent notamment ce fait. Et puis, en termes de sinistres responsables, alors ça, on l'a constaté au travers des échanges qu'on a avec les entreprises. On a moins de sinistres responsables avec les véhicules électriques. Déjà parce qu'un véhicule électrique a des batteries et donc un centre de gravité qui est plus bas, donc qui tient mieux à la route. On a effectivement fait des tests, enfin certaines entreprises ont fait des tests. Et puis, il y a la notion d'éco-conduite qui accompagne la transition vers l'électrique et qui aussi a un effet sur le fait d'avoir moins d'accidents. Donc un point important.
Alors, juste une étude qui est sortie, mais qui est une étude grand public, mais c'est quand même intéressant, du FC Que Choisir, qui est sortie en juin. Et effectivement, la conclusion de cette étude, je vous invite à aller directement sur Internet pour la chercher, c'est que l'électrique est systématiquement la technologie la moins coûteuse. Donc, UFC Que Choisir a fait des comparaisons entre des véhicules moyens gabarits et des véhicules citadins. Donc, c'est aussi en entreprise beaucoup de ce type de véhicules qui sont utilisés. Voilà, donc je vous laisse ces éléments, mais bon, la conclusion du FC Que Choisir est parlante. Voilà. Alors, on va attaquer la deuxième partie qui, à mon sens, est particulièrement importante, c'est comment passer à l'électrique. Alors, ce qui ressort des échanges qu'on a pu avoir, c'est qu'on a notamment 4 points clés. Alors, les points clés qui éviteront quelque part de mauvaises surprises. Donc, on vous conseille de les avoir en tête. Le premier étant d'analyser vos besoins de mobilité. Alors, ça peut paraître bête, mais effectivement, de faire une analyse par métier, des distances parcourues, des tournées, des temps importants de roulage. Donc, bien connaître vos usages de mobilité pour voir si effectivement la mobilité électrique avec les types de véhicules qui sont aujourd'hui disponibles est adaptée ou pas. Voilà. Il y a les notions de véhicules légers, puis les utilitaires. Les véhicules légers, on a une offre qui est très, très importante qui s'est développée. Les véhicules utilitaires, ça se développe également, mais avec une autonomie qui est un peu moindre. Donc, effectivement, il y a quand même ce champ-là à explorer, bien analyser ses usages. Identifier les aides. Donc, vous pourriez bénéficier. Il y a des tas d'aides qui sont disponibles. C'est important de les identifier parce que derrière, ça peut comment dire, dans vos choix, ça peut être des critères importants et ça serait dommage de les manquer. Voilà. Anticiper les réglementations et les attentes des donneurs d'ordre. Quand vous investissez sur un véhicule, généralement, vous allez le conserver pendant quelques années, 5 ans, 7 ans, suivant vos usages et suivant les entreprises. Donc, c'est important d'anticiper les changements de réglementation, la tendance, notamment la mise en place des ZFE, par exemple, et pour éviter de vous retrouver avec des véhicules pour lesquels vous aurez des restrictions de circulation. Donc, et les véhicules électriques, de ce côté-là, vous êtes tranquille. Alors, s'assurer de la qualité de service, le dernier point, s'assurer de la qualité de service et de la maintenance du système de recharge sur vos sites. Souvent, on achète des véhicules et des bornes et on prête peut-être moins d'attention à la qualité de service. Des bornes, ça peut tomber en panne, y compris en entreprise. Assurez-vous d'avoir un contrat de maintenance, voire de supervision, si vous avez beaucoup de sites et beaucoup de bornes derrière pour avoir une certaine tranquillité, surtout si vos process sont complètement liés à vos véhicules. Alors, on attaque également sur cette partie-là un point très important, comment passer à sa flotte de véhicules électriques sereinement. Alors, j'aurais tendance à dire la checklist qui ressort et qui était, à mon sens, à conserver, à vérifier si vous vous lancez dans l'électrification. Le premier point, alors, pensez à l'ensemble de vos besoins. Que ce soit, souvent, vous allez réfléchir à vos besoins en termes de flotte de services. Pensez à ce que vous allez faire à terme, à votre ambition pour les salariés. Sachez que 90% de la recharge individuelle, personnelle, se passe à la maison ou en entreprise. Donc, c'est important également, et qu'en plus, certains de vos salariés, peut-être, peuvent avoir, ne pas avoir la possibilité d'avoir une borne de recharge à domicile, et donc seraient intéressés fortement par une charge sur vos sites. Que vont faire vos clients également? Les besoins de vos clients, de vos visiteurs, de vos commerciaux. Il est important d'y penser dès le départ pour prendre des solutions qui sont, d'une part, évolutives, qui peuvent éventuellement couvrir à plusieurs de ces besoins, et aussi en termes de puissance, ne pas affecter toute la puissance dès le départ à un seul usage, ce qui va vous bloquer peut-être par la suite. Donc, c'est important de voir ça.
Le deuxième point, ça va être d'anticiper vos besoins à plusieurs années, mais vous l'avez déjà en partie fait apparemment. Donc, bien anticiper vos besoins à 2 ans, à 5 ans et au-delà, pour vraiment avoir en tête l'évolutivité de votre infrastructure de recharge à mettre en place. Voilà. Le troisième point, vérifier l'adéquation à vos usages métiers. Donc ça, je l'ai évoqué juste avant. Vous pouvez avoir certains usages métiers qui peuvent rencontrer des problèmes. Alors, c'était le cas notamment avec les premières générations de véhicules électriques, où l'autonomie était particulièrement limitée. Plus on avance dans le temps, plus l'autonomie augmente, donc moins ça devient critique, mais c'est quand même à vérifier. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, l'autonomie des véhicules, elle a quand même quasiment triplé en 5 ans. On est passé de véhicules à 100-150 km d'autonomie à des véhicules qui aujourd'hui font entre 400 et 600 km d'autonomie. Donc c'est moins critique, mais quand même important de regarder. L'autre point, étudier les caractéristiques de vos sites. Donc là, c'est important de faire quelque part un audit de vos sites. Avez-vous des plans de sites? Est-ce que l'indication de vos réseaux électriques sont clairement indiquées? Donc, vous allez avoir besoin pour l'installation de bornes de recharge de ces éléments. Donc, c'est des éléments anticipés qui peuvent prendre du temps aussi. Donc ayez en tête que vous aurez aussi ce travail à faire. Et puis derrière, de voir la marge de puissance électrique, entre guillemets, disponible sur vos sites aujourd'hui. Donc c'est important, c'est pour voir si effectivement, sur votre installation intérieure, vous allez devoir faire des renforcements, ou même en termes de raccordement électrique de vos sites, vous allez devoir le faire ou pas. Donc c'est important de faire ces audits de sites. Le point suivant, il est lié à ça, privilégier des solutions de recharge pilotables en puissance. Pourquoi? Parce que quand vous avez un ou deux véhicules, généralement, ça ne pose pas de problème pour les alimenter, mais plus vous allez avoir de véhicules, plus il est préconisé de mettre en place du pilotage pour répartir dans le temps les charges et éviter d'avoir des véhicules qui se rechargent tous en même temps sur des durées très courtes et donc qui potentiellement, sur des grosses flottes, peuvent demander des renforcements de votre réseau électrique, voire des augmentations de puissance aussi qui vont vous coûter. Donc, investir dans un système de pilotage sur des flottes importantes peut être très intéressant économiquement à terme. Donc, en termes d'évolutivité, c'est important. Point suivant, impliquer et accompagner vos salariés. Donc là, c'est important de les impliquer dans le changement. La mobilité électrique, ce n'est pas juste j'installe, je passe d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, j'installe des bornes. C'est aussi un changement d'habitude. Ça veut dire aussi que les gens vont passer des véhicules avec boîte automatique. Enfin, il n'y a pas de boîte automatique. Enfin, il n'y a plus de boîte de vitesse dans un véhicule électrique. C'est des changements qui peuvent paraître anodins, mais qui sont importants et qui peuvent créer des blocages. Donc, accompagnez vos salariés, impliquez-les dès le départ et vos managers sur ces sujets-là. Il y a des bonnes pratiques. Faites des témoignages de vos premiers salariés qui sont ambassadeurs pour, entre guillemets, expliquer et faire tomber les freins des autres. Faites des essais, faites des formations à l'éco-conduite, éventuellement faites du prêt de véhicules le week-end pour que les gens puissent le tester et voir par eux-mêmes la chose au quotidien. C'est des éléments importants pour que, au niveau de vos salariés, ça se passe sereinement. Et puis, dernier point dans cette checklist, profitez-en pour optimiser votre parc, vos tournées et mettre en place des systèmes d'autopartage. On peut le faire avec les thermiques, l'éco-conduite, optimiser son parc. Mais en fait, on se pose la question au niveau de l'électrique parce qu'on cherche des marges de manœuvre, notamment parce que les véhicules peuvent être un peu plus chers. Et en fait, on s'aperçoit qu'on peut passer à l'occasion de la mobilité électrique des véhicules attribués à des véhicules partagés en entreprise ou inter-entreprise. Des entreprises l'ont fait, donc je peux témoigner par rapport à ma propre entreprise qui l'a fait, où on a notamment sur un pool, on a 25 véhicules partagés et 400 utilisateurs qui sont abonnés à ces véhicules internes partagés. Et nous, ça nous permet dynamiquement à la hausse ou à la baisse, tous les 6 mois, d'ajuster le pool d'autopartage. Et là, carrément, c'est vraiment des gains en termes de CAPEX et des ajustements dynamiques du parc à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins. Donc, particulièrement intéressant. Donc, je vous invite à regarder ce point-là également.
Oui, Vincent, on a une question également. Et je pense que ce serait intéressant, effectivement, d'approfondir ce sujet à la fois de flotte partagée, et surtout sur l'inter-entreprise. Peut-être qu'il y aura des questions qui apparaîtront, mais je pense que c'est effectivement un sujet, voir aussi comment vous vous organisez, comment vous pouvez, une zone d'activité peut s'organiser pour mettre cela en place. Je trouve ça assez intéressant. Alors, je reviens sur la question de Monique qui nous demande, effectivement, par rapport à la recharge électrique des salariés à titre personnel, est-ce que c'est des choses qui, de par l'expérience, se font gratuitement ou est-ce qu'il y a aussi des solutions payantes? Alors, en fait, l'entreprise a le choix d'installer des bornes pour ses salariés. Alors, ça peut être les bornes de sa flotte qu'elle va rendre disponibles à certains moments, ou elle peut affecter des bornes dédiées pour ses salariés. Hein, voilà, les charges, peut-être les véhicules des salariés restent des heures sur le parking et peuvent être de nature différente, hein, de la charge lente notamment. Et là, c'est la politique de l'entreprise. Soit l'entreprise le fait gratuitement, soit elle le fait gratuitement, mais par exemple sur un nombre de recharges dans l'année, et puis payant au-delà, ou simplement elle peut le faire aussi par abonnement, parce que ça a un coût, elle le facture à ses salariés. Donc ça, c'est complètement libre. Ce qu'on sait, c'est que si elle le fait gratuitement à ses salariés, ça ne rentre pas dans le calcul d'avantage en nature. Hein, c'était précisé notamment dans les réglementations, donc ça ne va pas être, entre guillemets, venir alourdir la fiscalité des salariés derrière. Donc c'est au choix de l'entreprise. Les solutions existent, il y a énormément d'acteurs qui proposent des solutions pour ça. Donc effectivement, il y a aussi une question sur, puisque vous avez évoqué le côté vertueux de l'autopartage d'une flotte électrique, vous, quand vous l'avez mis en place au sein de votre structure, c'est au sein d'une même structure, une Oui, même entité. oui. Donc, Est-ce que vous avez des expériences ou des connaissances d'autopartage qui se soient fait en inter-entreprise, mais sur des structures complètement différentes et si ça existe, est-ce qu'il y a des organismes, en tout cas, ou des prestataires pour les aider à le mettre en place? Alors, sur l'autopartage inter-entreprise, j'avoue que là, j'ai pas les éléments. Je vois qu'effectivement, il y a des échanges ou des discussions sur la possibilité de le faire. Donc, là, j'ai pas les éléments. Donc, en termes de solutions, ça doit exister, hein, et je vous avoue que même les systèmes internes d'entreprise, je pense que c'est les mêmes sur enfin, les logiciels et autres qui peuvent être utilisés pour le partage inter-entreprise. Très sincèrement, je ne vois pas de différence. Donc oui, les solutions existent pour les deux cas. Simplement, quand on fait un autopartage déjà dans l'entreprise, déjà c'est extrêmement simple à mettre en place. En fait, les solutions existent et les gains sont immédiats en termes de réduction de la flotte de véhicules dont on parlait au tout début aussi. Hein, nous, on a ajusté notre pool. Déjà, le passage de véhicules attribués à des véhicules en pool, ça fait qu'on a réduit le nombre de véhicules. Et en plus, en faisant comment dire, en regardant les données tous les 6 mois, on peut ajuster à la hausse et à la baisse. On a réduit au bout de 6 mois notre parc de 5 véhicules, ce qui réduit les coûts, etc. Et on peut les ajuster à la hausse si l'activité augmente, s'il y a des besoins supplémentaires. Donc c'est Très bien. particulièrement intéressant. Oui, c'est quelque chose qu'on va approfondir peut-être lors du club. On verra avec nos participants si c'est un sujet qui les intéresse. On a relancé un sondage parce que vous évoquiez tout à l'heure effectivement le fait d'impliquer les collaborateurs. C'est vrai que c'est un vrai changement parce que les voitures sont en automatique. Donc, on a lancé un sondage sur le fait est-ce que vous envisageriez vous pensez qu'il est nécessaire de faire des formations auprès de vos salariés à l'usage effectivement des flottes électriques. Donc, on vous laisse quelques secondes pour y participer. Alors, j'en profite pour dire, au niveau de l'association AVER, il y a, au niveau de l'AVER France, il y a un programme de formation et de sensibilisation pour différentes populations, et notamment le grand public. Donc, vos salariés, hein, quelque part aussi, font partie de cette définition-là, pour les informer, les former. Ces formations sont gratuites et elles vont être exécutées pendant 3 ans par les associations régionales, hein, AVER, auprès notamment donc, des grands publics. Donc, si vous avez des besoins ou vous trouvez l'opportunité intéressante de le faire pour vos salariés, n'hésitez pas
à vous rapprocher de l'Averwest, hein, vous aurez les coordonnées pour voir ça ensemble. Effectivement mis les coordonnées de votre site sur le chat. On va bientôt clôturer, quelques secondes encore pour répondre à cette question de formation des collaborateurs. Oui, et au sein des ateliers qu'on mène, hein, l'idée, c'est également de partager les REX des uns et des autres pour justement partager les bonnes idées. Et finalement, que quand un nouvel acteur arrive, il ait déjà sa checklist et un certain nombre de pistes qu'il peut explorer et adapter à sa propre entreprise, notamment sur le sujet de l'accompagnement des salariés. Donc effectivement, 91% de nos participants au webinaire considèrent qu'il est nécessaire de faire une formation. Donc, ce serait intéressant de vous recontacter à ce sujet. Très bien, on peut poursuivre, Vincent. On reviendra sur quelques sondages tout à l'heure. Merci. Alors, je continue. Vous allez avoir des véhicules en entreprise, des bornes de recharge en entreprise, mais vos véhicules circulent en milieu urbain, extra-urbain, etc. Donc, il va être important de les doter de cartes de recharge. Vous avez des cartes carburant aujourd'hui qui existent. Donc, pour les véhicules électriques, vous avez des cartes de recharge pour se recharger sur les bornes accessibles du public, qui peuvent être en voirie, qui peuvent être sur les parkings publics, les parkings relais, également sur autoroute. Donc, un certain nombre d'acteurs, hein, proposent des cartes. Alors, vous avez notamment en région, sur l'Ouest, on va dire, en région Bretagne et Pays de la Loire, les syndicats d'énergie qui ont un réseau de bornes et qui se sont fédérés, hein, avec une carte de recharge qui s'appelle West Charge, qui permet de se charger sur ces bornes-là. Hein, les bornes des syndicats qui sont effectivement mentionnés avec des tarifs qui sont intéressants en termes de recharge. Après, au-delà de ça, hein, vous avez d'autres opérateurs, comme je dis, Total Energy, ChargeMap, FreshMile, EasyVia, enfin, il y en a beaucoup d'autres, qui proposent également des cartes qui permettent de se recharger également sur autoroute. Et voilà. Donc ça, c'est aussi à avoir en tête, hein, le fait de doter vos véhicules ou vos salariés de ce type de carte pour les usages professionnels. Voilà. Alors, un point important, quand j'ai parlé du modèle économique, donc il y a des aides et il y a des avantages fiscaux. Donc aujourd'hui, effectivement, les pouvoirs publics, hein, ont mis l'accent pour promouvoir, hein, les mobilités faibles émissions. Et donc, il y a un certain nombre d'avantages à avoir en tête. Les taxes, hein, sur les véhicules sociétés. Donc, ils sont exonérés là, pour les véhicules qui émettent moins de 50 grammes de CO2 au kilomètre. L'amortissement non déductible, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, pour expliquer chacun de ces points, mais ayez-les en tête. L'amortissement sur les batteries, la carte grise, on a une exonération à 100% au Pays de la Loire. Les avantages en nature, donc un abattement avec un plafond notamment sur le coût du véhicule, hein, si vous avez des salariés pour lesquels vous leur des véhicules d'entreprise qui leur sont mis à disposition pour l'ensemble de leur usage, y compris personnel. Donc, il y a, voilà. Cet abattement qui vient compenser le surcoût du véhicule par rapport à un thermique. Et puis, la récupération de TVA également qui est à 100% sur l'électrique. Les véhicules électriques bénéficient de bonus écologiques à l'achat. Donc, pour les véhicules légers, hein, vous avez des primes. Pour les véhicules à moins de 45 000 euros, des primes qui montent à 4 000 euros, hein, 40% maximum du prix d'achat, donc plafonné à 4 000 euros. Au-delà, entre 45 000 et 60 000, 2 000 euros. Et puis, pour les véhicules hydrogène, cette fois de plus de 60 000 euros, donc une prime de 2 000 euros. Et je ne l'ai pas mis, mais pour les véhicules, les hybrides rechargeables, inférieurs à 50 000 euros, vous avez une prime de 1 000 euros. Et pour les camionnettes, elles bénéficient aussi d'un bonus important pour les camionnettes 100% électriques, d'un bonus de 5 000 euros, hein, bonus écologique de 5 000 euros. Et les camionnettes hybrides rechargeables, 2 000 euros. Voilà. Vous avez des aides également qui s'appellent les aides à devenir à l'installation des points de charge. Donc, vous allez faire appel à des professionnels, des électriciens professionnels, des opérateurs pour vous installer des points de charge.
Donc, vous avez une aide à devenir, qui en fait est financée par le mécanisme des C2E et qui se chiffre à 660 € par point de charge. Enfin, plafonné à 660 € par point de charge. Après, vous avez des aides spécifiques aux poids lourds pour les infrastructures de recharge, notamment pour poids lourds qui peuvent nécessiter des puissances plus importantes. Je vous ai mis les chiffres, mais vous voyez que vous avez un taux d'aide de 60% qui sont en fonction des puissances de recharge, allant de 2 700 € hors taxe d'aide à 18 000 €. Et pour les dépôts, très importants, avec des puissances de raccordement importantes, donc là, le raccordement aussi fait l'objet de subventions qui vont de 100 000 € à plus de 960 000 € hors taxe. Alors, pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter le site de l'Averwest, sur lequel on essaye de capitaliser les témoignages d'entreprises sur le verdissement de leur flotte. Également des éléments sur le recyclage des batteries, sur la technologie elle-même, sur les dispositifs, des solutions aussi, qui peuvent être de différentes natures. Sachez que la donnée également des véhicules est importante. Alors ça, je ne l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais dans l'analyse que vous allez faire, l'analyse métier que vous allez faire, le fait d'avoir de la donnée sur vos usages de mobilité, au-delà du déclaratif de vos managers et de vos salariés, mais de la donnée peut être très intéressante. Vous avez des solutions pour ça. Soit vous la récupérez directement de vos véhicules, soit vous installez en propre des boîtiers, notamment, qui permettent, des boîtiers télématiques qui le permettent. Donc, c'est un type de solution qui peut être intéressant dans l'analyse et l'aide au choix pour effectivement s'assurer que les véhicules que vous allez convertir sont parfaitement compatibles avec l'autonomie des véhicules électriques. Et puis aussi dans le temps, comme je le disais, la donnée, ça sert aussi, quand on a un pool, à le dimensionner à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est des sujets aussi importants d'avoir en tête. Et puis la donnée, elle peut être aussi restituée aux utilisateurs, notamment en matière d'éco-conduite, de conseils ou voilà, les retours utilisateurs peuvent avoir un effet sur les comportements des gens. Donc ça peut aussi servir à ça. Donc voilà, c'est un exemple de solutions qu'on partage. Donc sur le site de l'Averwest, vous avez aussi ce type de solutions qui sont partagées. Voilà. Dans l'association, vous avez des entreprises, des professionnels, des bureaux d'études et des personnes qui offrent des solutions de recharge, donc qui peuvent aussi vous accompagner, et qu'elles soient dans l'association ou hors association. N'hésitez pas à faire appel à ces bureaux d'études pour vous accompagner. Voilà. Merci Vincent. Alors, on a quelques questions avant de passer au témoignage de la société TIPCO. Donc, il y a une question qui demande à partir de quelle distance parcourue doit-on passer à l'électrique? Est-ce qu'il y a une recommandation? Est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'il y a un maximum à l'inverse? À partir de quelle distance? En fait, un véhicule électrique, je vous dis aujourd'hui, vous prenez un véhicule léger, en cycle mixte, il a à peu près 400 km d'autonomie. Ça varie, c'est entre 350 ou 500 ou 600. Voilà, donc en fait, même si vous avez quelques kilomètres, alors si vous avez quelques kilomètres à faire en solo, en urbain, vous prenez le vélo, vous prenez les transports en commun ou vous marchez. Si vous avez du matériel à transporter qui ne peut pas être, ou des situations où vous devez quand même prendre un véhicule 4 roues, pour les véhicules, pour les usages courts urbains, sachez que vous avez des micro-véhicules qui sont sortis maintenant, la Citroën Ami et d'autres constructeurs qui sortent notamment des véhicules plus légers, adaptés à l'urbain. Donc voilà, vous avez donc les véhicules traditionnels. Donc j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de minimum. Très sincèrement, sur le trajet court solo, évitez la voiture. Bon, urbain, voilà, évitez la voiture. Maintenant, dans les autres cas, les véhicules, les mobilités électriques sont adaptées
deux roues, micro-véhicules, véhicules 4 roues, véhicules légers 4 roues, utilitaires. On voit aussi des bennes qui sont électriques maintenant et des véhicules de chantier, des engins de chantier qui sont sortis. Vous avez des offres par rapport à ça. Et bien entendu aussi des bus électriques et des cars qui aujourd'hui commencent à se répandre. Donc vous avez, voilà. Après, est-ce qu'il y a une limite? J'aurais tendance à dire non, parce qu'aujourd'hui, vous avez des véhicules avec 400 km d'autonomie et des cars de recharge. Alors oui, c'est un changement de comportement et il faut l'expliquer aux salariés, mais vous allez vous arrêter sur des bornes de recharge en route. Vous pouvez faire une pause pendant 30 minutes sur les très longs trajets, d'ailleurs c'est conseillé, et puis traiter des mails, passer des appels, etc. Ça se fait très bien. Donc même sur des trajets longs, alors dans mon entreprise, j'ai des gens qui font Nantes-Le Mans en véhicule électrique et ils le font sans problème. Vincent, je vais vous couper parce qu'on a d'autres questions et en 2 minutes, si vous pouvez y répondre, parce qu'on a derrière le témoignage de TIPCO. Alors, une question très rapidement. D'après vous, vaut-il mieux acheter ou louer des véhicules électriques pour sa flotte? Là, j'ai pas de règles à donner. C'est comme les véhicules thermiques. Est-ce qu'il vaut mieux les acheter ou les louer? C'est une politique d'entreprise. Là, j'avoue que j'ai pas d'éléments par rapport à ça. En tout cas, les deux sont possibles. Okay. Voilà. Et justement, en lien avec cette question, est-ce que vous savez à peu près le coût moyen entre, par exemple, si on prend un modèle thermique Clio et un modèle électrique, vous savez à peu près les différences de coûts que ça peut avoir sur une année on disait tout à l'heure que c'est quand même un investissement un peu plus élevé au départ, mais qu'on récupère après par rapport à l'énergie. Oui. Mais, là, vous avez quelques éléments notamment chiffrés de l'étude du FC Que Choisir. Alors, c'est grand public et ça ne tient pas compte, à mon sens, de l'infrastructure de recharge. Mais là, vous avez les éléments. Donc, je projette à nouveau. Et vous voyez, et c'est factuel, quoi. Enfin, au quotidien, quand vous êtes utilisateur de véhicules électriques, vous en apercevez quand même. En termes d'entretien, en termes donc, de maintenance, de coût de carburant, vous avez quand même une forte différence, quoi. Donc, de toute façon, ce document, pour les personnes qui souhaitent revoir cela en détail, le document est téléchargeable sur la 3e petite icône en haut à droite. Je pense qu'on va pouvoir passer la main à M. Deniau de TIPCO pour le témoignage. Il y aura d'autres questions que je traiterai plus à la fin. Mais donc là, ça va être intéressant de voir la partie concrète du sujet. Donc, je remets sur TIPCO. Voilà. À vous, Monsieur Deniau. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Bonjour, donc je suis Vincent Deniau, donc en charge des achats pour le groupe TIPCO. Je vais témoigner un petit peu de ce que l'on a fait, nous, sur notre transition de notre flotte de véhicules. Mais avant, je vous présente très rapidement, parce qu'il me reste que 6 minutes, 7 minutes, si on va laisser un peu de place aux questions. Donc, sur l'entreprise TIPCO, qui est une ESN, dont le siège est à Saint-Anne-de-Grandlieu, tout près de l'aéroport, qui rayonne sur toute la France, donc sur les métiers de l'IT et des télécoms. Donc, on a à ce titre une flotte de 800 véhicules chez TIPCO pour tous nos techniciens et consultants qui se déplacent chez nos clients. Et donc, on a fait le choix, nous, comme on l'a dit juste avant, dès 2019 chez TIPCO, de ne plus acheter de véhicules thermiques sur la catégorie VUL, donc les véhicules utilitaires légers. Donc, depuis l'été 2019, chaque véhicule thermique qui sort de la flotte est remplacé par un véhicule électrique. Et donc, on s'est fait une stratégie avec une transition de cette flotte que vous voyez à l'écran pour passer très rapidement donc, sur une majorité de véhicules électriques, à savoir plus de 50% et voire même 60% de la flotte dès 2023. Aujourd'hui, on est sur notre feuille de route. J'aurai le plaisir de vous communiquer qu'en septembre 2021, nous sommes d'ores et déjà nous sommes d'ores et déjà à 25% de véhicules électriques sur la flotte, ce qui représente aujourd'hui plus de 200 véhicules chez TIPCO. Essentiellement composés d'ailleurs de Zoé et de i208 qu'on met en face de nos Clio et 208 thermiques. En parallèle donc de cette transition énergétique dans notre flotte de véhicules, on a, grâce à notre chef de projet sur le sujet, Delphine, que je remercie au passage, déployé une infrastructure de recharge sur l'ensemble de nos agences
que vous voyez à l'écran. Donc, chez TIPCO, on a fait le choix de l'opérateur NewMotion pour nos charges accélérées, donc à 22 kW. C'est la carte de gauche. Donc, aujourd'hui, on a déjà plus de 34 bornes déployées. La carte n'est pas tout à fait à jour parce on approche les 40 en septembre. Et en parallèle, on a déployé aussi des charges lentes, donc de type GreenUp à 3,5 kg, aussi sur nos agences pour les gens qui sont un peu plus sédentaires. Donc, ce qui permet à nos tips de charger, en plus de charger à domicile, de charger sur les sites TIPCO. Charge à domicile, on s'est dit effectivement, quand on a fait l'analyse des besoins, que la charge à domicile serait probablement la charge la plus utilisée. Et donc, on accompagne, nous, l'ensemble de nos tips conducteurs de véhicules TIPCO de kit GreenUp avec la voiture qui peuvent, dans la mesure du possible, installer donc à leur domicile afin qu'ils chargent donc chaque nuit, lorsque leur véhicule est à l'arrêt, profiter donc de ces temps d'immobilisation pour avoir la charge maximum de leur voiture et donc chaque matin partir avec une charge de l'autonomie maximum de leur voiture. Et puis en parallèle, donc pour terminer, donc en itinérance, bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, on a mis des cartes de recharge à disposition de nos 200 conducteurs qui sont aujourd'hui de deux types, donc Shell Recharge, qui est le réseau ex-NewMotion, qui permet d'avoir les 25 000 points de recharge en France, qu'on a doublé avec la carte de ChargeMap pour avoir un plan B dans le cas où le premier réseau ne fonctionnerait pas. Donc ça, c'est pour les charges donc, à l'extérieur. Aujourd'hui, on a donc avec 2 ans de recul un petit peu on a fait aussi un sondage sur nos conducteurs. On est à 70% de nos recharges qui sont effectuées à domicile et les 30% restants qui sont effectués soit en site TIPCO ou soit en itinérance, donc sur le réseau public et grâce à ces charges que vous apercevez à l'écran. Voilà. On a parlé tout à l'heure d'autopartage. Donc, on a mis en parallèle de tout ça chez TIPCO le programme qu'on appelle TICARS, donc le programme PowerTips, qui permet d'avoir des véhicules en autopartage thermique cette fois pour les conducteurs de véhicules électriques, mais pas que, chez TIPCO. Parfois, il peut arriver effectivement que le conducteur de véhicule électrique chez TIPCO ne pourra pas faire son déplacement dans la journée parce que trop loin, parce qu'il n'y a pas de charge sur le point de chute chez le client. Et donc, le déplacement quotidien qui pourrait être périlleux. Donc, pour ces cas-là, donc on a mis une solution d'autopartage en full digital. Donc, chaque salarié TIPCO peut réserver son véhicule sur un site TIPCO avec son téléphone, avec son smartphone, simplement s'identifiant et en donnant le motif de son déplacement. Et son véhicule est réservé. Et avec son smartphone, il déverrouille la porte de son véhicule, il fait son trajet, il repositionne au même endroit et il reprend son véhicule électrique à son retour. Voilà, donc ce programme TICARS, aujourd'hui, on l'a déployé sur une douzaine de sites en France, donc nos principales villes, on va dire, pour faire face, donc, dans le cas où l'électrique ne serait pas suffisant, et aussi pour les types qui ne sont pas dotés de véhicules de fonction de service, qui ont besoin donc, d'un véhicule pour un déplacement professionnel. Voilà. Et ben, je vous remercie à toutes et à tous. 27, j'ai plus le chrono, on a donné 3 minutes. Merci. Merci, Monsieur Degnaud. Ah bah, je vous propose de rester avec nous. Et puis, on a quelques autres questions qui s'adressent à la fois à Malik pour la partie Nantes Métropole et quelques questions plus générales aussi pour Vincent Coru. Donc, si vous pouvez revenir avec nous dans la salle, je vais vous les partager. Vincent, effectivement, alors là, je pense que ça fait référence à ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'étude de FC Que Choisir, donc je ne suis pas sûre que nous ayons la réponse, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de comparaison entre les thermiques, il n'y avait pas dedans tout ce qui était véhicule GPL ou OGNV, ils n'étaient pas intégrés dans les comparaisons de coûts. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, c'est toujours thermique contre électrique, mais c'est vrai qu'entre les deux, il y a effectivement d'autres énergies moins polluantes. Oui, après, il doit y avoir d'autres études qui intègrent également ces éléments-là. Après, sur les véhicules légers, c'est vrai que l'offre sur les véhicules gaz, elle est beaucoup moins importante. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, hein, mais voilà, maintenant, il doit y avoir des éléments. Vos choix, effectivement, vous devez les faire au travers d'un certain nombre de critères financiers, maturité, l'offre, etc. Donc là, je n'ai pas les éléments à vous fournir par rapport aux véhicules gaz, mais ça doit se trouver. Oui, je pense qu'on pourra effectivement, ça fait partie aussi de l'objet d'un sondage, si vous voulez répondre pendant qu'on répond aux questions, de savoir si voilà, c'est un sujet que vous souhaitez que l'on approfondisse lors du club mobilité, parce qu'effectivement, par rapport à toutes ces questions,
on pourra aussi apporter peut-être de nouvelles réponses. Ensuite, est-ce que vous savez si effectivement aujourd'hui il existe des plateformes multimodales qui puissent proposer différents types de véhicules, qu'ils soient thermiques, électriques, voire des vélos pour les entreprises? Est-ce qu'il y a des choses qui regroupent tout cela? A priori, moi, ma connaissance, non aujourd'hui, mais qui permettraient effectivement d'aider les entreprises dans leur choix en fonction de leur déplacement, tout simplement. Des services directement disponibles, des plateformes multimodales avec des véhicules disponibles et les choix. Non, alors je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que Benoît nous pose la question, s'il pouvait nous préciser. J'ai plus tendance en voyant la question qui est de savoir si ça existe déjà, peut-être plutôt à l'achat, peut-être. Si c'est j'ai besoin de faire un déplacement, je vais choisir un véhicule, etc., je n'ai pas connaissance de plateformes existantes comme ça qui sont multimodales. En entreprise, on peut se l'organiser soi-même. Donc, je pense que, Monsieur Donio, vous parliez de pools, mais vous pouvez aussi mixer des pools en entreprise multi-énergie. Nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, on a quand même quelques véhicules thermiques dans le pool, ce qui nous permet aussi de choisir sur les très longues distances de réserver un véhicule adapté et de n'utiliser ce véhicule thermique que pour ça. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des services aujourd'hui disponibles de plateformes multimodales? J'en ai pas connaissance aujourd'hui. Moi non plus. Alors peut-être que si parmi vous, vous avez connaissance de type de plateforme, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour nous faire avancer sur le sujet. Alors, participez-vous financièrement à l'installation à domicile? Voilà, parmi les aides, est-ce qu'il y a des choses pour les particuliers? Moi, je peux prendre la question pour le coup, Vincent Donio, Tipco, parce qu'on est deux Vincent, donc c'est un petit peu compliqué. Pardon. Donc oui, Tipco, on a fait le choix effectivement de participer à cette installation de la charge chez nos TIBS. La première, donc l'équipement en tant que tel qui vous a été présenté, le kit GreenUp, il est fourni en fait avec le véhicule. Et donc, on aide ensuite financièrement à l'installation de ce kit, qui est une extension d'entreprise en fait chez le salarié. Par l'installation, donc par un installateur agréé ou tout au moins un électricien qui a les compétences techniques pour installer cette prise GreenUp à domicile. Et donc à la suite de ça, donc on installe également un sous-comptage pour dédommager donc le TIPS des consommations au réel des kilowatts consommés sur sa prise pour recharger son véhicule de fonction ou de service. Et en complément, sur l'installation de bornes à domicile, vous avez un crédit d'impôt. Il doit être de 300 € par point de charge installé si votre maison ou bâtiment a plus de 2 ans. Alors, une dernière question qui effectivement complète tout à l'heure, peut-être par rapport c'était au minimum d'utilisation. C'est vrai qu'en termes d'amortissement, est-ce qu'il y a quand on investit dans un véhicule électrique, y a-t-il un minimum de kilomètres à réaliser pour que ça soit rentable et qu'on arrive à l'amortir? Donc là, je suppose que c'est par rapport à des structures qui font peu de déplacements. Est-ce que vous savez, Vincent Coru, s'il y a un minimum de fait, en deçà de, je sais pas moi, 2000 km par an, 3000, 4000, 5000, c'est pas intéressant. Alors évidemment, on parlait tout à l'heure des vélos, mais on peut pas aller partout à vélo, mais est-ce que vous avez ce type d'informations? Alors, j'ai pas en tête là directement les seuils, s'il y en a. Sur le nombre de kilomètres effectués. Alors effectivement, un véhicule électrique, plus on l'utilise, mieux c'est, plus c'est rentable, entre guillemets. Maintenant, quel est le seuil minimum économique, parce qu'après, il y a l'aspect aussi responsabilité sociétale et environnementale, au-delà de l'aspect économique. Non, j'ai pas le détail. Je voudrais pas vous dire une bêtise. On peut regarder et puis fournir l'information si on a de l'information sur le sujet. De toute façon, c'est ce que je vous propose parce qu'on va arriver à la fin de notre webinaire. À la question justement si lors du club mobilité, qui sera un moment plus convivial, on pourra effectivement approfondir certains sujets, le sujet de la flotte électrique, est-ce que cela vous intéresse qu'on poursuive de l'aborder? 67% ils sont favorables. Je pense qu'on récupérera toutes ces questions, qu'on arrivera à avoir les réponses pour la prochaine fois.
Je vous remercie Vincent Degnaud, Vincent Coru et Maëlique pour votre intervention et vos précisions sur ce sujet. De notre côté, dans le cadre des rendez-vous pro de la mobilité, moi je vous donne rendez-vous pour notre dernier webinaire cet après-midi qui intéresse fortement les employeurs puisqu'on va parler du forfait mobilité durable. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon appétit, une bonne journée et je vous dis donc à tout à l'heure pour certains. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci.